ici, bon, on peut documenter le côté forestier, mais on remarque présence de bouleau à papier, présence de peuplier faux-tremble. Quand même, il y a certaines présences, mais bon, il faudrait marcher le peuplement un peu plus. Mais il y a des choses qu'on peut faire avec ça au niveau faunique. Quelle espèce cette forêt-là pourrait subvenir à ses besoins? Pouvez-vous regarder un petit peu autour de vous pour, comme je dis, là, les connaissances que vous avez actuellement. Ça peut servir à quelle espèce ici? Donc, tu as dit chevreuil. Donc, c'est sûr actuellement, le chevreuil, il y a du couvert ici, il n'y a aucun problème. Si on regarde aussi latéralement, bon, des secteurs qui sont plus clairs, mais des secteurs qui sont moins clairs. Donc, il y a de l'obstruction latérale. Il y a un couvert de fuite, il y a un couvert de sécurité. Donc, à ce moment-là, il peut se couper de la vue d'un prédateur facilement. C'est ici pour avoir un certain sentiment de sécurité. J'ai entendu parler de la gélinote. La gélinote a besoin de quoi pour vivre? Je veux dire, c'est quelle source de nourriture qu'elle utilise? Des petits fruits. Elle va manger des petits fruits souvent au niveau du sol, mais on parlait du sorbier tantôt. Okay. Le sorbier fait ses fruits à quelle période, lui? C'est l'automne. Ça dure, hein? Même on peut en avoir durant l'hiver. Donc ça, c'est un apport de nourriture. Ouais, il commence un petit peu à venir orange, là. Donc, c'est un apport de nourriture en fin de saison, en automne et parfois en hiver. Ces arbres-là, quand ça va tomber, effectivement, si on ne les ramasse pas, ça peut faire des bons sites de tambourinage. Il y a d'autres caractères qu'un site de tambourinage doit avoir, mais ça, la première des choses, un bon tronc, c'est bien. En fin de journée, souvent, on va observer les gélinotes dans les arbres. Ah ouais? Ils vont aller manger des bourgeons floraux. Souvent, c'est des bourgeons floraux de l'année suivante qui sont déjà formés, qui vont aller manger. On va aller manger des bourgeons, puis c'est la plupart du temps dans du bouleau. Le peuplier va être aussi utilisé pour ça, mais un peu plus le printemps. Ça, c'est mes observations à moi. Si on regardera après ça dans le cadre du cours, la nourriture. Donc, des bourgeons, en fait, si on avait beaucoup de noisetiers ici. Bourgeons floraux de noisetiers sont très, très, très recherchés par la gélinote l'hiver aussi. Ça, c'est juste une petite partie des choses que ça peut manger. Mais déjà, on peut voir qu'il y a certaines ressources disponibles pour eux autres ici. C'est certain que durant l'été, période estivale et autres, elle va manger souvent du feuillage. Mais quand les feuilles tombent, là, sa diète change. Bon, les fruits ont déjà pris de l'importance, mais aussi ils vont aller dans des bourgeons un peu plus. Comme ici, moi, je pourrais dire que c'est un habitat qui serait intéressant au niveau de l'alimentation et habitat hivernal. Parce qu'il y a de la nourriture pour l'hiver, mais les résineux font du couvert aussi. Donc, surtout s'il y avait des résineux assez fournis, là, des grandes branches, puis assez fournis, elle peut aller se percher là-dedans la nuit. Donc, ça ici, c'est ce type de peuplement-là que je dirais pour l'automne et l'hiver. Maintenant, qu'est-ce que la gélinote a besoin qui est vraiment vital? Outre le site de tambourinage, quand elle a ses jeunes, connaissez-vous le type de peuplement qu'elle a besoin pour aller élever ses jeunes? Oui, c'est ça, nos mecs, je pense que c'est pas trop mature. Elle avait de quoi de petits fruits. Quelque chose de super dense. OK, Super beau. moins d'un résineux, beaucoup plus au niveau des feuillus. Plus c'est feuillu, plus mieux c'est. Des tales très denses ou cachées comme au... Souvent, c'est ce qu'elle va avoir besoin, mais si je parle en langage forestier, un stade pré-commercial feuillu, c'est vraiment intéressant pour ça. Parce qu'elle a un bon couvert au-dessus d'elle et le sol est relativement dégagé pour que les jeunes puissent se déplacer. Ici. On a parlé du chevreuil, on a parlé de la gélinote, on pourrait parler du lièvre, de l'orignal. Certains endroits, certains propriétaires vont vous demander de l'information sur la bécasse. Est-ce que la bécasse peut nicher ici? Est-ce qu'elle peut... bon, fait que ça, si vous n'avez pas l'information, qu'est-ce que vous devez faire? Rechercher l'information. Pour les autres espèces, rapidement, est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez? Disons comme les pics-bois, bon, y a-t-il du chicot un petit peu? Il y a peut-être sûrement une coupe de chicot de bois. OK, on a quelques gros peupliers, peut-être qu'il y en a qui ont cassé. Il faudrait marcher le peuplement. On verra justement, dans le cadre du cours, quels sont les chicots qu'on doit idéalement rechercher. Ce qui est préférable. Donc, comment est-ce qu'on va les considérer?
Et quand on parle d'un habitat propice pour une espèce, c'est un habitat qui va permettre de répondre à ses besoins. Donc en fait, en aménagement forestier durable, on aime bien utiliser le principe des espèces focales. Ces espèces-là, on les choisit par rapport à leurs besoins, qui vont être de l'ordre de l'habitat. Donc c'est sûr que ça répond à leurs besoins en abri, en nourriture et puis en général en reproduction. Donc comme toute espèce, la martre et le pécan ont besoin de se nourrir, ont besoin de se protéger des intempéries et des prédateurs et ont besoin de se reproduire. Dans le cadre de la martre et du pécan, on les a choisis comme des espèces focales parce qu'elles ont des besoins très spécifiques ou en tout cas des besoins qui permettent de répondre encore une fois aux besoins de plein d'espèces. Quand on parle d'un habitat propice pour la martre et le pécan, ce qu'on veut regarder, c'est la structure du peuplement. Donc quand on rentre dans un peuplement, ce qu'on veut voir, c'est de la forêt sale. C'est de la forêt dans laquelle on va avoir un couvert latéral important. Ça, le couvert latéral, on le connaît assez bien pour le lièvre, puis c'est justement là où on a un lien direct avec la martre et le pécan, c'est que c'est un élément qui va permettre de créer de la protection visuelle entre le prédateur et la proie. Donc où il y a des proies, il y a des prédateurs. Donc encore une fois, le couvert latéral qui est souvent composé par la strate herbacée, les arbustes, puis les jeunes arbres jusqu'au gaules, ça contribue à avoir un bon terrain de chasse pour les martres et les pécans. Une autre chose qui permet de contribuer au terrain de chasse pour la martre et le pécan, c'est les débris ligneux. Les débris ligneux, c'est un territoire qui est super intéressant pour les micro-mammifères. C'est à cette échelle-là qu'ils vont trouver leur habitat. Donc, la martre et le pécan vont pouvoir aller fouiller à travers les débris ligneux pour trouver des petits mammifères. Mais en plus de ça, ces structures de bois qui sont posées au sol vont contribuer à un réseau de galeries sous la neige. Donc, en période hivernale, la martre principalement va être capable de se faufiler le long des débris ligneux pour aller chasser ces micro-mammifères-là. Puis en plus, les débris ligneux, ils ont un rôle aussi dans la possibilité d'avoir des cavités naturelles. Outre les troncs ou les branches qui sont tombées au sol, on peut aussi penser aux souches. Les souches, c'est un terrain propice pour faire des cavités, des tanières au sol qu'on appelle. Donc ça, c'est un élément important, par exemple, quand on décide de faire un aménagement, d'essayer d'éviter de détruire les souches, de détruire les éléments qui sont déjà présents naturellement parce qu'ils sont utilisés par une multitude d'espèces. Un autre élément qui est intéressant pour l'habitat de la martre et du pécan, c'est d'avoir une diversité au niveau du peuplement, c'est-à-dire d'avoir à la fois des résineux et du feuillu. Le résineux, il va avoir l'avantage d'intercepter les précipitations, que ce soit la pluie ou la neige. Puis comme c'est des espèces qui ont peu de réserves de gras, elles ont elles-mêmes besoin de se protéger des intempéries et elles ont aussi besoin de se protéger des attaques des prédateurs aviaires, qu'on appelle donc les oiseaux de proie. Donc ce qu'on aime pour avoir un bon habitat à martre et pécan, c'est d'avoir une canopée fermée qui est composée d'essences résineuses et d'essences feuillues. Les feuillus, eux, ils vont avoir l'intérêt d'apporter des cavités naturelles. Si on pense à des pourritures de cœur naturelles ou encore des branches qui tombent, qui créent des petites cavités, c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir élever leurs jeunes. Donc ça nous permet d'avoir un portrait à tous les niveaux d'un peuplement, que ce soit au sol, avec les débris ligneux, le couvert latéral, et si on monte plus dans les airs, une canopée fermée qui est composée à la fois de résineux et de feuillus. L'avantage de favoriser la présence de ces deux espèces-là, donc des carnivores en forêt, c'est qu'ils vont avoir un rôle sur le contrôle des rongeurs, par exemple, qui eux-mêmes ont un rôle sur la régénération naturelle. Donc, c'est sûr que si on n'a plus de martre, on n'a plus de pécan, puis on n'a plus d'autres espèces non plus, les populations de rongeurs et de petits mammifères en général va augmenter. Puis c'est là qu'on a des problèmes de broue par le lièvre, par exemple, ou même au niveau des herbivores, on parle de plus gros carnivores. Donc c'est vraiment important de considérer que en protégeant cette espèce-là, en protégeant l'habitat de cette espèce-là, on va essayer de maintenir un certain équilibre de l'écosystème qui va faire en sorte que, justement, on n'aura pas besoin de contrer les effets négatifs d'une surabondance de proies, en fait, ou en tout cas de rongeurs qui peuvent être considérés comme des ravageurs. En fait, si on prend l'exemple des érablières, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont faites avec le contexte des écureuils qui vont avoir un impact assez important sur la tubulure ou ce genre de choses. Mais justement, le pécan et la martre sont des prédateurs de l'écureuil et ça, c'est une bonne façon d'essayer d'établir un équilibre dans les populations. C'est qu'on va essayer d'établir un équilibre naturel des relations prédateur-proie. Ça va avoir un avantage, notamment pour contrôler les populations de petits mammifères et d'écureuils, et même de lièvres,
qui eux ont un impact sur la régénération naturelle. Si on pense par exemple au fait qu'ils vont manger des graines, ils vont manger des glands, le gland du chêne rouge c'est un exemple qui est assez bien documenté, ou encore le lièvre qui va brouter les jeunes pousses. Tout ça, ça peut avoir des conséquences sur l'efficacité des aménagements qu'on va vouloir faire et surtout dans un contexte où on veut encourager la régénération naturelle. Donc encore une fois, s'intéresser aux prédateurs, les favoriser, c'est aussi contribuer au succès de la régénération. C'est sûr que les habitats propices pour ces espèces-là, ils varient en fonction de où on est au Québec. Si on est dans le sud de la province, on a plus facilement des gros arbres feuillus disponibles dans nos peuplements et en même temps, on doit faire face à moins d'accumulation de neige au sol. Donc, c'est sûr qu'on va dans ce cas-là, on va essayer de favoriser la présence de résineux pour avoir un peuplement un peu plus mixte. Si on pense à l'inverse, dans le nord du Québec, là où l'habitat de la martre est le mieux documenté, on parle tout le temps de peuplement résineux, mais c'est important d'avoir quelques feuillus aussi, justement parce qu'il y a des proies différentes qui vont être disponibles, mais aussi parce que justement ça prend une diversité de sites de repos dans lesquels ils vont pouvoir vivre, tout simplement. La disponibilité de cavités, c'est pas nécessairement un enjeu, versus quand on est dans le nord, dans une pessière à mousse par exemple, où les arbres sont relativement de petit diamètre. Mais là, c'est peut-être plus des cavités au sol qu'ils vont vouloir aller chercher, mais les arbres feuillus vont pouvoir apporter une diversité de proies. Donc, il faut garder à l'esprit que l'aménagement en général est vraiment selon ce que vous avez à la base. Puis, même si c'est très connu que la martre vit en peuplement résineux, on se rend compte que les arbres feuillus peuvent être vraiment intéressants en termes de tanière pour ces espèces-là. Quand on aménage notre forêt, en général, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on veut obtenir comme type d'arbre, comme qualité d'arbre. Mais avant ça, là, une des choses qui va permettre de faire en sorte que ton arbre pousse réellement dans des bonnes conditions, c'est toutes les conditions de l'environnement. Et les débris ligneux, ils jouent ce rôle-là, notamment dans la régénération naturelle pour l'établissement de la graine, la germination de la graine dans un substrat qui va être humide et qui va permettre à plusieurs essences telles que le bouleau jaune ou le thuya d'avoir un recrutement. Donc, ça a un rôle direct pour la régénération, mais ça a aussi un rôle pour les habitats fauniques. Et quand on parle d'habitat, il faut toujours considérer les différents stades de dégradation. Alors, les débris ligneux au sol bien dégradés, c'est important pour la germination, mais à l'inverse, un arbre qui est vétéran, mais qui n'est pas encore mort, va permettre d'offrir des cavités. Et puis, à l'intermédiaire de ça, on a les chicots, qui sont des arbres morts, mais qui sont également des sites propices pour que les oiseaux se nourrissent avec les insectes qui ont colonisé ces arbres-là et qui vont créer aussi des cavités qui vont être utilisées par différents utilisateurs, que ce soit des mammifères, des oiseaux ou encore même, si on pense aux insectes comme je viens de le dire, et aux salamandres et aux amphibiens pour ceux qui sont plus au sol.